Nous arrivons dans cette dernière partie de la matinale sur Géopolitique profonde en présence de Stéphane Bonnard, Réinformation sur le monde. Nous apprécions sa technique. Après les grands exposés généraux du colonel Beau, rien de mieux que Stéphane Bonnard, que vous connaissez déjà sur Géopolitique profonde, la matinale, puisqu'il anime le site Réinformation sur le monde, qu'il a déjà remplacé les mardis matins. Sylvain Ferreira, le permanent du mardi que vous retrouverez d'ailleurs la semaine prochaine. Et je rappelle que Réinformation sur le monde est une chaîne qui explique et analyse la géopolitique mondiale, ainsi que les événements divers importants, ainsi que les technologies militaires. Et justement, on ne va pas parler cette fois-ci, on avait déjà évoqué avec lui les missiles, ainsi que les avions, en particulier et de 5e, 6e génération. J'ai bien retenu ma leçon. Bonjour Stéphane, bienvenue dans cette matinale. Bonjour à tout le monde, bonjour à GPTV, aux auditeurs. Eh bien, Stéphane, j'aimerais que nous parlions un petit peu de la stratégie militaire, les leçons que l'on tirait de cette guerre en Ukraine, qui, si elle n'est pas achevée, néanmoins, a déjà, je pense, pour des experts, des spécialistes comme vous, livré un certain nombre de leçons sur la stratégie militaire. Elles sont nombreuses. La guerre a très vite et très fortement évolué avec ce conflit en Ukraine. Il va falloir que nombre de pays qui se pensaient tout à fait au niveau, se mettent au niveau, parce qu'aujourd'hui, indéniablement, beaucoup de choses ont changé sur la stratégie militaire après cette guerre en Ukraine. Tout à fait, tout à fait. De très gros changements est apparu par rapport à la guerre en Ukraine. Alors, les changements sont apparus petit à petit, hein, évidemment. C'est pas dès le 24 février 2022 que tout d'un coup, la guerre avait complètement changé. Alors, au tout début, on pensait que c'était uniquement la technologie, et d'ailleurs, Zelensky le disait, Zaloujny, donc l'ex-chef de l'état-major ukrainien, l'avait répété à moult reprises, par exemple dans son journal à l'époque préféré, The Economist. Il l'avait dit à moult reprises, il avait dit, nous, pour gagner la guerre, il nous fallait des armes de science-fiction. Et là, je cite Valéry Zaloujny. Donc, on se comptait uniquement sur la technologie, et oh, miracle, c'est merveilleux, l'OTAN, grand pourvoyeur de grandes technologies d'armement, et bon, c'est l'OTAN, hein, et quand on parle de l'OTAN, on parle des États-Unis, donc forcément, on ne pouvait que gagner. L'OTAN ne pouvait que gagner uniquement avec sa technologie. Et puis à l'époque, c'était bien connu, hein, les Russes vraiment complètement nuls, mal commandés, ils se battent avec des pelles. Bon, c'était légèrement exagéré, bien sûr, mais l'idée est là, c'est-à-dire de dénigrer au maximum l'armée russe, comme quoi ils sont tous alcoolisés, ils doivent se droguer avant d'aller dans les tranchées parce que ils n'ont aucun sentiment patriotique, ils n'y vont que pour l'argent. Bon, j'en passe et des meilleurs, on va pas refaire toutes les sobriquets qu'on a donnés à l'armée russe. En tous les cas, on l'a méprisé, on l'a surtout sous-estimé, exactement à l'image des sanctions qu'on avait fait envers la Russie en espérant que la Russie s'effondre presque instantanément, en quelques mois. Il fallait patienter, vous vous souvenez. Patientez encore 3 mois, vous allez voir la Russie. Là c'est promis, dans 3 mois, ah bon, alors là, on vous le jure, la main sur le cœur, tenez bon, patientez encore, les sanctions feront leur effet. Attendez encore 3 mois, la Russie sera à plat. Je vous le promets, Bruno Le Maire, évidemment, pour ne pas le citer, mais bien d'autres encore. Donc, on a sous-estimé la Russie aussi bien au niveau économique par ignorance. On le sous-estime par ignorance, parce que c'est toujours comme ça. Et on a sous-estimé la Russie, évidemment, vis-à-vis de son complexe militaire industriel, toujours par ignorance, bien entendu, sans compter bien évidemment une idéologie dominante qui diabolise la Russie et donc dénigre la Russie. Erreur absolument magistrale, il ne faut jamais sous-estimer son ennemi.
Bref, donc au début, on se dit tranquillement, bah, on va déployer les obusiers César, les meilleurs obusiers du monde. On va déployer nos drones Reaper pour les Américains, nos AWACS, nos HIMARS, après nos F-16, nos attaques MS, nos Storm Shadows. Et puis là, tout dernièrement, les Taurus, hein, dont Merz parle là tout dernièrement, donc soi-disant le meilleur missile de croisière du monde qui va tout changer encore une fois. Je l'ai encore entendu ce soir sur LCI. Bref, la technologie. Et donc ça tombe bien, au début de la guerre, les Ukrainiens étaient très forts en technologie, surtout les drones. Les Ukrainiens, c'est vrai, au début de la guerre étaient supérieurs en drones. Et d'ailleurs, même petite anecdote, ils avaient une armée 3 fois plus grande que la Russie au tout début de la guerre. Hein. La Russie, c'était environ 130 000, 150 000 hommes. Donc bon, et puis on a vu ce que ça donnait, même en étant numériquement 3 fois inférieur. Bref, les Ukrainiens étaient plus forts, technologiquement étaient plus forts. Et qu'est-ce qu'on s'est aperçu avec le temps? Le meilleur juge, c'est le temps, surtout dans le théâtre des opérations militaires. On s'est aperçu que la technologie, eh bien, forcément, qui dit haute technologie, dit haute complexité et dit donc, parce que ça, c'est mécanique, et dit donc fragilité. Et en plus, au niveau de la conception, tout le matériel de l'OTAN, quel qu'il soit, du fusil aux missiles, aux roquettes, aux obus, aux obusiers, bien évidemment, aux lanceurs de roquettes même. Bref, tout est de la haute technicité, de la haute précision, hein, et on s'en vantait par rapport aux Russes. Et bon, bah, on a vu ce que ça donnait. C'est-à-dire, je donne un exemple, on prend les obusiers César, ils tirent quelques centaines de coups et après, ils perdent exponentiellement leur précision. Donc, on a eu des témoignages de tirailleurs ukrainiens dans le New York Times qui disaient, ben, moi, quand j'ai reçu les obusiers César, j'avais une précision de 7 mètres. Et là, au bout de quelques semaines, j'ai une précision de 77 mètres pour toucher une cible. Donc, en gros, ça ne sert plus à rien. Donc, voilà. Et puis, sans compter le coût, parce que moi, je mets toujours un point d'honneur à ne pas regarder un problème uniquement d'un point de vue technologique ou même militaire. On ne peut pas se passer du point de vue du coût. Ça fait partie d'un tout. Quand on analyse même une stratégie militaire, le coût, la logistique, faut prendre tout en compte. Et un obus en Russie qui coûte entre 500 et 600 dollars à fabriquer et un obus en Occident, bon, grosso modo en Europe et aux États-Unis, qui coûte entre 4 et 6 000 dollars, bon, suivant le prix de la poudre, de la TNT, etc., ça varie, bah, évidemment, il n'y a pas photo. Et tout est comme ça. Donc, il faut inclure tout ce qui est coût. Et, le matériel de l'OTAN, le matériel américain, le matériel des Européens coûte infiniment plus cher que le matériel russe. Voilà, et pour finir là-dessus, parce qu'on va reparler technologie, mais pour mettre un point final là-dessus, par exemple, une anecdote hein, que les connaisseurs en armement connaissent très bien, c'est le coup d'un Iskander, le fameux missile, c'est en fait le missile vedette russe, hein, qui est toujours utilisé, qui est un missile sol-sol, très très utilisé. On en a encore parlé récemment avec les 2 frappes dans Soumis, tout dernièrement, on en a parlé. Bon, le Pentagone avait toujours estimé ce missile entre 6 à 7 millions de dollars, alors qu'en réalité, il ne coûte qu'entre 400 000 et 500 000 dollars, en réalité. Alors, bon, moi, je l'ai appris en lisant les rapports russes ou de connaisseurs du Kazakhstan ou de l'Ouzbékistan qui, eux, vendent plus librement à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on a les vrais tarifs. Mais moi, ce qui m'affole, c'est que l'Occident est incapable de connaître le coût réel d'un objet russe, militaire russe. Bon, voilà, parenthèse fermée.
Donc maintenant, concernant les technologies, et ce que ça va changer, c'est que effectivement, les Ukrainiens avaient un avantage, mais cet avantage était, on va dire, très artificiel, parce qu'en fait, tout était donné par l'Occident. Ensuite, l'Occident a vu ses limites de son complexe militaire industriel, et en fait, il ne pouvait pas produire beaucoup de drones. Alors, comme les Russes, eux, démarraient de quasiment zéro, bon, j'exagère un peu, hein, mais comme ils démarraient de très bas, donc on s'est dit, on est tranquille. C'était sans compter l'efficacité du complexe militaire industriel et du changement qui a été validé par Vladimir Poutine, qui a révolutionné le fonctionnement de l'état-major militaire, et il l'a rendu infiniment plus fluide, et il a enlevé toute cette hiérarchie sclérosante qui avait toujours été depuis des décennies le point faible de l'armée russe, qui était beaucoup trop hiérarchisée, où chaque demande devait parcourir toute la hiérarchie. Il a dit, c'est terminé, on est en guerre, c'est efficacité absolue. Si vous avez des choses à dire directement à Gerasimov, bah, vous avez le droit, on permet aux soldats d'envoyer des courriels, voilà, directement. Bon, évidemment, ça passe par un standard. Chef d'état-major. Mais vous voyez, tout, c'est un tout. C'est un tout. Et les Russes se sont aussi occupés de la corruption. Il y avait une certaine corruption dans le ministère de la Défense russe. Donc tout ça a été balayé, et donc ça a donné à l'efficacité russe. Mais pour revenir à la technologie, on a vu que la technologie, au final, bon, c'est bien, mais ça n'apporte pas tout, parce que ça coûte très cher à produire, c'est plus fragile, et il faut que ça faut que ça tienne dans le temps au niveau du stockage. Faut qu'on puisse fabriquer toujours très massivement ce genre de haute technologie, ce dont on est incapable, puisque déjà on a un complexe militaro-industriel qui est très faible par rapport à celui de la Russie, et en plus, nous, on a le défaut qu'avait l'Union soviétique il y a longtemps, c'est-à-dire nous, notre administration, les normes que l'on doit respecter, fait que ça nous ralentit. Sans compter que nous, on a une corruption absolument énorme, mais évidemment, il n'est pas question que chez nous, on chasse la corruption. Bien Alors Stéphane, le temps file, et je me rends compte, vous êtes en train de devenir un bon habitué de mes interviewés. Vous ne répondez pas à mes questions. Je vous ai demandé de nous parler de stratégie militaire, en quoi elles ont évolué. Est-ce qu'on continue à envoyer des chars à toute volée? Est-ce que le lien bombardier char est tout aussi efficace? Alors, tout à fait. Qu'est-ce qu'on a appris tout à fait sur le plan de la stratégie militaire? Tout à fait. Alors, attention, on ne peut pas mettre de côté la technologie dans la stratégie militaire, hein. Donc, ça fait partie de la stratégie militaire de parier sur la haute technologie ou la basse technologie. Mais bon, concernant la stratégie militaire, c'est-à-dire comment on fait sur le terrain, oui, grosse révolution. Alors, pareil, c'est les Russes qui ont fait cette révolution, puisque les Ukrainiens, eux, suivent les ordres, suivent la formation otanienne qu'on leur a délivrée en France, en Angleterre et en Allemagne, et ainsi, dans une moindre mesure, aux États. Donc, au niveau de l'OTAN, c'est la stratégie qu'on a toujours connue, tout à fait classique, c'est-à-dire utiliser à fond l'aérien, ensuite le terrestre, bien évidemment. On fait une grosse offensive, on envoie plein de troupes, plein de tanks, plein de véhicules blindés, et on croise les doigts. Voilà, bon, le problème, c'est qu'on s'est aperçu qu'en Ukraine, déjà, on ne pouvait pas faire la stratégie qui compte à 99% de l'OTAN, c'est-à-dire faire un bombardement aérien pour qu'ensuite, en se promenant la fleur au fusil, on tire sur quelques personnes qui restent encore vivantes dans les décombres. Donc ça, c'était la stratégie de l'OTAN classique. Les Russes, eux… Pardon ? En Irak, par exemple. En Irak, par exemple.
Hein, et puis les Américains en Irak, ils n'hésitaient pas à détruire tout ce qui est centrale nucléaire, barrages, etc., à détruire complètement le pays, peu importe la population. Les Russes pouvaient pas se permettre cela, puisque Vladimir Poutine avait dit que le peuple ukrainien était un peuple frère et qu'il ferait donc très attention. Bref, donc les Russes, eux, ils se sont dit, c'est très bien que les OTANiens ils fassent ce type de stratégie qui est complètement obsolète, qui ne vaut absolument plus rien, puisque grâce aux satellites, aux avions espions, faire une grande offensive avec une grande armée, c'est du suicide. On ne fait plus ça, puisqu'on est vu à des lieux à la ronde et depuis très très longtemps. Donc c'est ridicule, on ne fait plus ça. En fait, la nouvelle stratégie russe, c'est on atomise, entre guillemets, c'est le terme technique, les troupes. Alors, c'est quoi atomiser les troupes? Alors, c'est pas les désintégrer, bien sûr. Atomiser les troupes, c'est-à-dire qu'on les envoie par tout petits groupes. Alors, on a vu à la télé d'abord par motocross, ensuite par quad. Bien évidemment, les médias occidentaux se sont empressés de dire « Ah la prochaine étape, ce sera en patin à roulettes » ou en trucs comme ça. Bon, bref, ils les ont ridiculisés et ils se sont aperçus qu'en réalité, en lançant des tout petits groupes de 10-20 personnes au maximum, eh bien, on gagnait en rapidité, en agilité. C'était beaucoup plus difficile, voire impossible, d'utiliser les obus contre des groupes aussi dispersés. Et c'était beaucoup plus difficile, avec des drones, de viser autant de groupes dispersés. Parce que évidemment, lequel on a un drone, là, lequel on va taper. Donc voilà, donc c'était la stratégie gagnante à fond. Ça a énormément réussi aux Russes. Les Ukrainiens, pendant un temps, ont essayé de copier, mais au final, ils n'avaient pas la logistique qu'il fallait, la stratégie qu'il fallait. Les Ukrainiens ont pas complètement abandonné. Des fois, ils font des offensives avec des quads aussi, mais de manière infiniment moins massive que les Russes. Et les Russes, en plus, comme ils ont adapté la situation nouvelle, ils ont mis des cages de protection sur leurs véhicules blindés, sur leurs tanks, afin de se protéger des drones. Ça a été les premiers à le faire, et ensuite les Ukrainiens ont copié. Donc l'atomisation des troupes, la dispersion forte des troupes a été un énorme changement stratégique russe. Et le second changement énorme, c'est que c'est terminé les offensives en groupe, comme je l'ai dit précédemment. On applique la stratégie de Sourovikine, la guerre d'attrition pure et dure. Donc, en fait, il n'y aura pas, selon moi, il n'y aura jamais, encore une fois, peut-être que je me trompe, mais je pense pas, il n'y aura jamais de grande offensive russe. Il y aura des petites avancées. L'offensive de printemps dont on nous parle, c'est encore de la désinformation. On n'aura pas de grande cavalcade et de grandes percées. Non, je ne le pense pas. Non, je ne le pense pas. Ça, c'est la méthode cow-boy otanienne ou ukrainienne pour dire le torse, vous allez voir ce que vous allez voir, on va y aller à fond, et puis voilà. Bon, bref, la méthode américaine, puisque c'est comme ça qu'on leur apprend à West Point. Mais bon, bref, donc, les Russes ne feront pas ça. La guerre d'attrition marche si bien. Donc, ils font une offensive, mais sur tout le front, voilà, et ils avancent petit à petit, ils consolident, ils avancent. Ils ne font pas les grandes percées absolument stupides et suicidaires, comme l'a fait l'Ukraine en août 2023 dans la région d'Orirov, où ils devaient piquer sur Tokmak, ensuite sur Melitopol et enfin dans la mer d'Azov. Ils ne font pas ça. D'ailleurs, on l'a vu, ils avaient calé sur les lignes de Sourovikine. Bref, et Koursk, la fameuse avancée ultra rapide à Koursk. Donc oui, quand on fait une avancée ultra rapide, on va loin. Mais en allant loin à Koursk, on distend de manière excessive la chaîne logistique. Et forcément, si on va loin et vite, ça veut dire qu'on est peu armé.
Voilà, en plus, donc le fait d'avoir distendu la ligne logistique et d'être relativement peu armé a fait qu'à Koursk, les Ukrainiens se sont fait complètement massacrer. Surtout qu'il n'y avait qu'une grande route d'approvisionnement qui allait de Soumy à Koursk, et plus précisément vers la ville de Soudja, qui était le QG ukrainien. Bon, bref, en tous les cas, grande offensive, non, je n'y crois pas un seul Et instant. alors, les Russes en 2022, en février justement 2022, ont été les premiers à essuyer l'échec de cette stratégie de la percée quand ils sont allés quasiment jusqu'à Kiev. Ils ont Ah, perdu et subi de lourdes ah, pertes. oui, mais il y a méprise. Il y a méprise. En Ah fait, bon? on comprend, peu de gens comprennent bien ce qu'ont fait les Russes. Mhm. Je connais, quoi, j'ai entendu Xavier Moreau. Xavier Moreau, il a parfaitement compris. Moi, j'avais exactement l'analyse que Xavier Moreau. Quelle La est-elle? stratégie, pardon? Quelle Laquelle? est-elle? Ah oui, bah je vais l'expliquer. Donc la stratégie russe n'était nullement d'envahir l'Ukraine ou de prendre position à Kiev ou à Krasny Liman ou à peu importe Kherson, la ville par exemple. Non, c'était pas leur but. Leur but, c'était de faire une charge maximaliste la plus rapide possible, la plus impressionnante possible. Et là, j'insiste hein, sur le fait qu'elle devait être la plus impressionnante possible, pas pour garder le territoire qui a été pris. Non, c'était pour inciter Zelensky à très vite être impressionné, abasourdi et lâcher prise, c'est-à-dire négocier tout de suite, pas pour prendre des bouts d'Ukraine. Non, à la base, les Russes, eux, ils voulaient le Donbass. Et c'est tout. Et c'est tout. Lugansk et Donetsk. Et ça s'arrêtait là. Mhm. Donc, la stratégie de Poutine avait réussi. Au bout de 2 jours, Zelensky a abandonné. Il a dit ah d'accord, ok, je veux bien négocier, mais ça ressemblait à une capitulation. Et d'ailleurs, il avait peur que Zelensky, pardon, que Poutine le tue, l'assassine à cette époque-là. Donc il y a eu les accords de Minsk. Pardon, il y a eu la première rencontre à Minsk pour cette pseudo-capitulation. Et puis après, on connaît l'histoire. Je ne vais pas vous refaire l'histoire. Après, c'était bon, bah non, les Américains, ils ont dit non. Après, il y a eu les accords d'Istanbul. Voilà, là, c'est Boris Johnson avec son jet privé qui s'y précipite. Oui, nous savons, Stéphane, tout Connaît tout ça. ça, voilà. Néanmoins, Donc, on sait bref, tout ça, donc la mais, stratégie russe, ah, mais, n'était pas de charger. Eux, ils font toujours la stratégie de base. non, mais Donc, d'accord. ces deux grandes façons de faire ont vraiment changé la stratégie Stéphane, vous ne globale. pouvez pas nier le fait qu'à ce moment-là, et les javelins ont été encensés par les Ukrainiens, qu'il y a eu des lourdes pertes russes au début des combats. Non, mais bien sûr qu'il y a eu des pertes. Bien sûr qu'il y a eu des combats. Bien entendu. Oui, oui, tout à fait, tout à fait. Et surtout que les Russes, comme ils Ils ont n'étaient pas appris là. de leurs échecs. Moi, je trouve un Oui, peu présomptueux si les Russes présentent les choses comme étant nous savions déjà comment on allait agir. Je pense qu'il y a eu quand même des échecs, comme d'ailleurs en toute guerre. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui arrive avec la Russie dans l'histoire. Ils ont alors leur on peut. résilience, leur capacité à apprendre de leurs échecs. Là, Oui, mais alors, non, là, je suis pas du tout d'accord. Alors, pour la bonne raison, c'est que quand on fait une stratégie, la stratégie, encore une fois, de Vladimir Poutine, c'était pas d'avancer, prendre du terrain et dire ça y est, on est les conquérants. C'était juste une avancée pour impressionner Zelensky, de le mettre à la table des négociations. C'était juste pour ça. Donc, c'était pas fait pour rester là. Donc oui, quand ils sont repartis, quand ils ont fait une retraite, parce que c'était pas prévu qu'ils restent là, ils ont dû fuir. Et oui, il y a eu des gros dégâts côté russe, ça c'est vrai. Et puis il y a eu des échecs russes, bien entendu. Ils ont dû apprendre de leurs échecs du début, mais la stratégie n'était pas là à la base. C'est très différent d'aujourd'hui, si tu vois ce que je veux dire. les forces aéroportées sur Kiev qui ont été en partie décimées au début de la guerre, ça, je suppose que c'est quand même un échec Oui, tactique. oui, bah, oui, oui.
Et en plus à cette époque-là, fallait que cette stratégie réussisse absolument le plus rapidement possible, justement pour masquer. Il y a eu des incompétences aussi dans l'armée russe, il y avait des échecs de l'armée russe. La Russie n'était pas prête du tout à cette époque-là pour faire une attaque telle qu'on les connaît maintenant. Non, eux, fallait que ça soit, c'était du bluff. Voilà, c'était du bluff. Ils étaient pas prêts, etc. pour vraiment s'imposer une Ukraine et prendre les 4 oblasts, etc. C'était pas du tout ça l'intention. L'intention, c'était que l'Ukraine capitule. Voilà, c'est tout, leur faire peur et c'était tout. Et puis oui, bon, évidemment, il y a eu plein d'échecs russes, ils ont fait des erreurs, corruption, etc. Oui, bien entendu. Sinon, Stéphane, sur le plan le problème, c'est qu'on a très peu de temps, et c'est déjà beaucoup 30 minutes sur une émission, vous savez. Je crois qu'il y a énormément d'évolutions, que ce soit dans l'emploi des avions, on les emploie plus de la même façon, des bombes, on les emploie plus de la même façon. Est-ce que vous pouvez nous résumer les drones avec des essaims? Est-ce que vous Oui, pouvez tout à fait. nous résumer rapidement toutes les évolutions justement Tout à fait. Tout à fait. Donc là, au tout début, bon, comme je le disais, les Russes étaient un peu en retard sur les Ukrainiens. Après, les Russes n'ont pas cessé d'innover. Donc, ils ont fait des drones, ils ont utilisé le Shahed 136, qui a été construit ensuite sous licence iranienne en Russie, que les Russes ont amélioré. Maintenant, c'est quasiment leur propre drone qui s'appelle le Geranva, c'est-à-dire le Géranium 2, que nous, toujours en Occident, on appelle le Shahed 136. Mais bon, bref, ils n'ont cessé de l'améliorer, de le rendre plus intelligent, d'augmenter la charge explosive. Ensuite, ils ont fait le Lancet 1, Lancet 2, Lancet 3. Là, c'est le Lancet 3 qui est le drone vedette en Russie, qui est de plus en plus utilisé, fabriqué de plus en plus massivement, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc oui, ça change complètement. Ensuite, ils ont fait des drones avec de l'IA. Alors ça reste un peu balbutiant, mais ça va être le futur de la stratégie sur les champs de bataille. Ça va être le drone doté d'IA. Mais avant qu'on arrive à ce drone doté d'IA capable de tout faire tout seul, sans GPS, sans rien, sans GLONASS. Bon, bref, on n'en est pas encore là, c'est pas encore bien au point. Ça commence, les avancées sont très rapides, même du côté ukrainien d'ailleurs. Mais là, ce qui révolutionne le champ de bataille, c'est les drones à fibre optique. C'est à câble fibre optique, ça révolutionne complètement. Les Ukrainiens maintenant s'y mettent aussi. Bon, leur seule usine de fabrication de fils à fibre optique vient d'être détruite à Dniepro par un Iskander M russe. Donc là, c'est un petit peu, ça fait très mal côté ukrainien. Donc les Russes l'utilisent massivement. Et d'ailleurs, moi j'ai vu des vidéos de forêts de bois ukrainiens où on voit une toile d'araignée sur la cime des arbres de câbles fibre optique. Donc écologiquement, c'est peut-être pas l'idéal, mais en tous les cas, ça montre l'utilisation extrêmement massive des drones à fibre optique, surtout utilisés par les Russes, dont je rappelle les deux avantages principaux, c'est d'être complètement imbrouillable face à un brouillage électronique de guerre et d'avoir une image de très haute qualité jusqu'à ce que le drone percute la cible, donc d'avoir un ciblage extrêmement précis jusqu'au dernier moment. Voilà les deux grands avantages. Par contre, le désavantage du drone à fibre optique, c'est qu'il a une portée maximale de 20 km, on ne peut pas faire plus, mais en général, ils ont une portée de 10 km en général. Donc oui, il y a le côté technologique, le côté stratégique sur le terrain, il y a le côté militaro-industriel, le côté coût, et tout ça fait que ça change absolument tout. Et si on devait finir sur un dernier mot, encore une fois, parce que c'est très important, il ne faut pas s'attendre à une grande offensive russe, ça va se faire sur tout le front, ils vont continuer à grignoter parce que c'est une stratégie gagnante, donc ils vont faire la guerre d'attrition chère à Sourovikine parce que ça marche très très bien et ça permet d'économiser en matériel et surtout en vie humaine, en hommes, parce que c'est comme ça qu'on a le moins de pertes humaines. Dernière question, on va prendre quelques minutes supplémentaires sur le retard qu'ont pris
les armées qui n'étaient pas engagées. Est-ce que ça veut dire, tout ce que vous venez de nous expliquer, Stéphane, que la Russie, demain, aura la première armée du monde? Alors, au niveau terrestre, c'est certain. C'est certain. Je rappelle que le général Cavoli, 4 étoiles, qui vient d'être interviewé au Sénat américain, a bien dit que l'armée russe était d'une puissance absolument formidable et qu'elle produisait 3 fois plus d'obus que l'Europe et les États-Unis réunis. Tous les experts sont d'accord pour dire qu'au niveau terrestre, pour les vrais connaisseurs, disent que l'armée russe, c'est la plus expérimentée du monde. En réalité, c'est la plus puissante du monde. Et surtout, c'est au niveau de l'intelligence artificielle où l'armée russe travaille en collaboration étroite avec les universités iraniennes d'intelligence artificielle et les universités chinoises d'intelligence artificielle. Il y a un triumvirat d'intelligence, entre guillemets, pour ne pas faire de jeu de mots, au niveau de connaissances scientifiques sur l'intelligence artificielle qui est d'une puissance colossale. Imaginez-vous mettre les cerveaux iraniens, russes et chinois en prenant les meilleurs pour faire une coalition sur l'intelligence artificielle. Il y a même un mouvement dans les BRICS concernant l'intelligence artificielle de coalition. Donc les Russes au niveau militaire vont avoir un pas d'avance sur tout le monde. Donc oui, celui qui maîtrise l'intelligence artificielle dans l'armée va maîtriser l'armée de demain, c'est clair. En plus, avec un complexe militaire industriel qui est capable de produire massivement à bas coût, les Russes seront imbattables, surtout qu'ils ont les ressources. C'est le plus grand pays du monde. Ils ont les ressources et ils ont l'aide de la Corée du Nord, de la Chine et de l'Iran, pour ne parler que des plus importants. Dernière question, peut-être cerise sur le gâteau, si vous en avez, des innovations vraiment révolutionnaires, une innovation vraiment révolutionnaire dans cette guerre. Le géopolitologue, journaliste Laurent Arthur Duplessis, que nous connaissons tous bien sur Géopolitique Profonde, prétend que nous aurons bientôt des guerres entre robots. Est-ce qu'on commence à voir des robots sur le champ de bataille? Non. Non. Ça pas avant très longtemps, pour de multiples raisons physiques bien connues de ceux qui connaissent l'armement, parce que on a Boston Dynamics qui est le champion du monde concernant les robots militaires, dont on voit des vidéos sur YouTube où ils tirent, ils font des galipettes, etc. Il y a deux énormes problèmes. Ça coûte une véritable fortune. En plus, ça ne peut pas tomber entre les mains des ennemis. Et il y a un énorme problème d'énergie de la batterie emportée, puisqu'on ne peut pas les mettre avec un fil sur une prise de courant en plein champ de bataille. Donc, ce sont des blocages absolument impossibles à contourner. Donc, toutes les grandes armées du monde, que ce soit les Chinois, les Américains ou les Russes, ils ont décidé d'utiliser l'IA avec des mini-tanks, avec des mini-hélicoptères, avec des drones, et c'est ça le vrai futur de l'IA. Ce sera pas le robot, ça n'arrivera pas avant 20, 30 ans, peut-être même jamais, du fait des problèmes physiques dont je viens de vous parler. Et le soldat d'infanterie, donc c'est pas pour demain. Il y a quelque chose dont on n'a pas parlé, évidemment, Stéphane, qui est l'innovation numéro 1. On n'en avait pas autant parlé avant ce conflit. Et on terminera là-dessus, évidemment, ce sont les missiles hypervéloces, ce sont les missiles hypersoniques qui, eux, changent la donne. Ah bah oui, ça change la donne. Ça a mis en panique les États-Unis, qu'ils essayent de développer leur tout dernier missile. Ils ont abandonné les précédents projets, donc le tout dernier missile, c'est le Dark Eagle, qui normalement, d'après le Pentagone, devrait être prêt en mi-2027. Nous verrons s'ils y arrivent. En plus, ils ont tapé par la bande, c'est-à-dire ils développent un planeur hypersonique c'est un peu plus facile de développer un planeur hypersonique qu'un vrai missile de croisière hypersonique. Donc, ils ont pris le côté facile. Et je rappelle que dans le monde, il n'y a que la Russie, la Chine et l'Iran
qui ont de manière avérée de véritables missiles hypersoniques. Uniquement ces 3 pays. Pour l'Iran, je le précise parce que personne ne connaît les missiles hypersoniques de l'Iran. Je le rappelle, c'est le Fatah 1 et le Fatah 2, sachant que le Fatah 1 a déjà été utilisé par l'Iran. Voilà, il y a bien longtemps. Voilà, donc les missiles hypersoniques, c'est effectivement l'arme la plus extraordinaire, puisqu'on a appelé au Pentagone, moi qui lis les rapports du Pentagone, quand ils parlent des missiles russes, ils les appellent les tueurs de porte-avions, puisque à la base, les missiles hypersoniques russes ont été inventés pour détruire les porte-avions américains. Petite anecdote comme ça. Voilà, c'est pour ça que les Chinois, ils ont fait à fond les missiles hypersoniques. C'est pour détruire principalement les porte-avions américains. Ils ont été conçus à la base pour ça. Et c'est pas demain la veille qu'on va faire des antimissiles hypersoniques, je crois. Et non, bah le seul pays qui a des systèmes officiellement d'après le Kremlin, est-ce vrai, est-ce faux, je ne le sais pas. Il n'y a que la Russie qui a soi-disant un système anti-missile hypersonique avec les systèmes S-400 et S-500, dernière génération. Eh ben voilà, on en sait beaucoup plus sur les stratégies militaires suite à cet excellent entretien avec Stéphane Bonnard de Réinformation sur le Monde. Écoutez, merci beaucoup pour toute cette qualité d'expertise. Et puis je pense qu'on n'a que développé qu'une partie, on a un petit peu dans les généralités au début, donc nous reviendrons sur ce thème de... Il y a énormément à dire. Il me semble. Exactement. Merci beaucoup Stéphane pour cette intervention dans cette matinale de Géopolitique Profonde. Et je vous dis donc à très vite.